Le Manitoba amorce un tournant décisif de son histoire socio-politique. Le vœu le plus cher de son père fondateur, Louis Riel, pourrait se réaliser, à savoir faire du Manitoba une province bilingue qui accorde toute sa place aux Français tel que prévu dans son acte de 1870, lequel marque officiellement l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Plus d'un siècle plus tard, la province en est encore aux consultations. Le gouvernement néo-démocrate au pouvoir veut aller au-delà de la création d'une division scolaire franco-manitobaine et d'une offre limitée des services publics en français. Pour mettre en lumière les défis, les aspirations et les attentes des communautés francophones en situation minoritaire au Manitoba, je reçois 3 personnalités sur ce plateau. D'abord, Geneviève Roy-Wesaki, professeur agrégé en psychologie à l'Université de Saint-Boniface. Vous avez vos racines au Manitoba francophone. Merci d'être avec nous. Merci. Également sur ce plateau, Ibrahima Diallo, ancien président de la SFM. Vous militez pour la cause francophone au Manitoba depuis plus d'une trentaine d'années. Vous êtes actuellement le vice-président de la Confédération de la FCFA, qui est la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Derek Bentley, président de la Société de la francophonie manitobaine. Derek Bentley, merci d'être là. Merci beaucoup. D'entrée de jeu avec vous, Geneviève Roy-Wesaki, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que personne francophone qui a été éduquée en français, qui travaille aussi en français et qui est née ici au Manitoba? Oui. Merci pour la question. Donc, effectivement, j'ai grandi ici et à ce point-ci, étant moi-même parent, je dois donner beaucoup de crédit à mes parents, particulièrement ma mère, qui est également franco-manitobaine. Je vois combien elle a milité pour me trouver des occasions de faire des activités et de pratiquer ma langue à moi, le français. Et il faut dire que maintenant, à mon tour, comme parent, je dois malheureusement militer de la même façon. C'est une charge mentale importante que de trouver des activités, des ressources pour ma fille qui comprend et parle uniquement le français. Alors, personnellement, j'encours encore des défis, mais professionnellement également, je suis très fière d'avoir fait le choix de travailler à une université francophone. Pourtant, il y a toujours des enjeux au niveau des ressources disponibles pour nous en tant que subventions, des occasions même de conférences ou de publications. Mais je le vois aussi dans mes étudiants qui me disent on aimerait poursuivre nos études en français et malheureusement, on doit faire le choix. Bien, soit on poursuit au Manitoba en anglais ou bien on doit déménager dans l'Est. La bonne nouvelle, c'est que l'université a quand même fait des avancées à cet égard en psychologie. Alors, nous avons commencé cette année nos nouveaux programmes du bac spécialisé, en fait l'année dernière, mais donc cette année, c'est la 4e année officielle du bac spécialisé en psychologie. Alors, les étudiants sont tellement excités, sont très reconnaissants que l'université a fait ses efforts pour pouvoir offrir un peu plus de formation en psychologie en français. Mais en tant que parent, quels sont les défis que auxquels vous faites face pour pouvoir encadrer votre enfant et vous épanouir en français dans la province? Bien, il faut dire que déjà, les activités sont limitées au niveau de celles offertes en français et donc, ça prend beaucoup plus de travail de ma part, de contacter les organismes, de demander s'il y aura une personne bilingue, puisque ma fille ne va pas comprendre l'anglais. Alors, je dois pousser pour cette offre en français. J'ai eu beaucoup de chance quand même dans les dernières années où les organismes que j'ai contactés étaient prêts à embaucher des personnes bilingues ou même trouver des personnes francophones qui pouvaient offrir les cours à ma fille. Alors, après vous, Derek Bentley, vous avez navigué entre le CJP et d'autres organismes, et maintenant vous êtes à la tête de la SFM. Quand on parle des jeunes francophones au Manitoba, ce sont eux l'avenir de cette province, mais il y a aussi de nombreuses frustrations liées à la difficulté d'avoir accès à de nombreux services en français. Quelle est la réalité auquel vous faites face?
Donc, la réalité que moi je vois, que je pense beaucoup de gens voient, c'est que les jeunes cherchent à être les leaders d'aujourd'hui. Ils veulent faire de quoi en français, mais souvent, il y a encore des défis à pouvoir le faire. Donc, un organisme comme le CJP ou la SFM, oui, fait des belles choses, mais ne peut pas toujours rejoindre toutes les communautés chaque soir, chaque moment. Donc, comment est-ce qu'on s'assure dans une approche de rendre peut-être une province bilingue, que ça soit vraiment par, pour et avec les communautés? Ça ne peut pas juste être une question de il y a maintenant plus de services offerts par le gouvernement, mais ça prend aussi plus de ressources à ces organismes-là qui font déjà du beau travail. Comme ça, ils peuvent amplifier ce travail-là puis rejoindre beaucoup plus de gens pour éviter les défis de « Ah ben j'aurais voulu aller à telle chose ce soir, mais je peux pas me rendre » ou « Parfum, c'est pas à faire » ou les mille et une raisons qui peuvent être des défis pour des jeunes ou les Manitobains pour rejoindre ces activités qui existent en français. Alors, Ibrahima Diallo, on suit bien les perspectives qui sont soulignées ici, mais d'aucuns disent qu'il y a quand même déjà une division scolaire franco-manitobaine qui a été mise en place. Il y a une loi relative à la promotion du français. Il y a le bureau d'éducation en français qui a été rétabli. On dit, mais c'est quand même, certains ont un certain discours de dire c'est assez quand même pour la communauté francophone, mais pour vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, quand on regarde un peu l'évolution justement de toute la question de la francophonie, c'est des pas en avant, pas en arrière. On avance à petits pas. Je pense qu'avec la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie est un élément, mais ce n'est pas une loi qui a encore du mordant. Et quand on regarde aussi, je crois, l'évolution de notre communauté qui a beaucoup changé, hein, le fait que Derek et moi nous soyons là, et puis déjà c'est déjà un gros changement parce que il y a des francophones qui ne sont pas nécessairement des francophones, disons, qui ont la langue maternelle, le français. Et ça, c'est une nouvelle donne aussi. On reçoit de plus en plus d'immigrants et à mon avis, je pense on est dans un moment charnière où cette loi-là qui avait été votée, je pense, en 2006, maintenant, il faut la renforcer dans un certain sens. Et l'élément loi, c'est juste un élément. Pour avoir une loi, il faut aussi que les gens la respectent. Il faut qu'il y ait des inputs aussi des différents paliers du gouvernement, depuis le fédéral, le provincial, le territorial et les municipalités. Moi, je pense que c'est très important. Et puis qu'on aille voir maintenant du côté des nouveaux arrivants. Il y en a qui ont déjà compris, hein, je prends la population philippino. Dans nos classes, on a des étudiants et des étudiantes qui sont des gens qui viennent des Philippines ou originaires. On a aussi des gens des francophones d'Afrique, par exemple, qui arrivent, mais qui ne trouvent pas d'assises pour amener leurs enfants dans des garderies francophones, qui les envoient dans des garderies anglophones. J'étais sidéré, moi, une fois, je suis parti à une fête africaine, je voyais que tous les enfants parlaient l'anglais. Alors, donc, on a beau avoir des lois, mais il faut voir tout le continuum qu'il y a autour de ça. Une loi, ça a besoin aussi des mesures d'accompagnement. Depuis la naissance jusqu'à post-secondaire, jusqu'à la mort, les aînés, je pense qu'il faudrait voir tous ces éléments-là. Il y a des organismes qui s'occupent de ça, qui fassent partie de l'application de la loi. On va en parler tout à l'heure. Geneviève Wesaki, vous avez souligné les défis que rencontrent aussi vos étudiants pour poursuivre les études en français. Est-ce que c'est un point important qui doit être pris en compte dans cette ambition de la province d'en faire une province véritablement bilingue? Je pense que oui, parce que si inévitablement, ils doivent déménager hors province ou bien commencer à faire leurs études ou terminer leurs études et commencer leur travail, une carrière en anglais, ils vont peut-être avoir la réflexion, bien, qu'est-ce que ça donne de mettre tout cet effort, d'appartenir à ma communauté francophone et de pratiquer ma langue si, dans le fond, la plupart des services sont uniquement offerts en anglais. Il va falloir que je transitionne à l'anglais pour finir ma formation et je vais probablement avoir un poste anglais où je devrais œuvrer en anglais. Donc, très peu de perspectives si on reste francophone unilingue au Manitoba. Exact. Donc, je pense que c'est très important. Un peu comme Ibrahima l'a dit, je suis entièrement d'accord. Du début, là, à partir des centres d'apprentissage jusqu'au continuum de l'école élémentaire, secondaire, universitaire ou postsecondaire. Et en termes de carrière, on devrait s'assurer de renforcer cet écosystème, cette infrastructure et de réserver des postes francophones ou pour des personnes bilingues
dans des postes clés qui pourront continuer à enrichir cette francophonie. Alors, avec cette ouverture d'Eric Bentley du gouvernement néo-démocrate qui a lancé des consultations, la SFM a aussi mené des campagnes de sensibilisation pour encourager tous les francophones à se prononcer dans le cadre de ces consultations-là. Aujourd'hui, quel bilan vous faites? Est-ce que réellement il y a un engouement au sein des différentes communautés francophones de participer et de faire entendre leurs voix et leurs besoins? Oui, donc au niveau de la campagne, les gens ont peut-être vu Capitaine Participation qui circulait un petit peu dans les réseaux dans le but d'encourager des gens à participer au sondage, aux consultations. On sait que les vidéos ont été vues plus que 30 000 fois, donc c'est quand même pas pire pour une campagne. Donc, ce qu'on entend, oui, il y a un engouement jusqu'à un point de participer aux consultations, mais on entend aussi beaucoup de gens qui disent « mais on veut aussi l'action ». Donc, je pense qu'il y a une inquiétude et je le ressens aussi on va être consulté, mais ça va réellement mener à quoi? Et c'est là-dedans que j'espère qu'on va avoir dans les mois à venir. C'est quoi ce plan d'action-là pour assez rapidement, ça ne peut pas changer demain, mais quand même assez rapidement, voir des changements, voir des actions concrètes. La consultation sans action, bien, parfait, c'est quoi le point de ces consultations-là? Alors, les points de vue de ces personnes-là rejoignent ceux de Roger Turenne, ancien diplomate et auteur. Il a accordé une entrevue à Godlove Kamoa il y a quelques semaines à propos de ces consultations. Je vous invite à suivre un morceau choisi de son entrevue et on revient juste après. On repose les mêmes questions depuis 40 ans. Écoute, quand les gouvernements et quand les institutions, les organismes francophones ne savent pas trop comment aborder le problème, on va faire des consultations. Écoutez, c'est une perte de temps, ces consultations-là, actuellement, parce qu'on connaît déjà les problèmes. Une perte de temps, selon Roger Turenne, les problèmes sont déjà connus. Ibrahima Diallo, vous étiez aussi au devant de ces combats pour la cause francophone il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de tourner en rond? Ben, je pense que je vais peut-être un peu nuancer la position de M. Turenne parce que le contexte a changé. Le profil démographique de la francophonie est extrêmement varié. Ça se voit dans les écoles. Quand moi j'étais là, quand je suis arrivé au début, mes enfants étaient les seuls qui avaient la peau basanée dans leur salle de classe. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. 70-75% dans les écoles, c'est autre chose. Donc c'est bon que ces nouveaux arrivants qui n'étaient pas là il y a 30 ans aussi aillent se renseigner sur ce qui se passe, aussi donnent leur avis sur ce qui se passe. Parce que je pense que c'est très important. L'évolution de la francophonie a montré que par exemple, quand la SFM avait adopté le concept de l'agrandissement de l'espace, je pense qu'on voulait vraiment aller ratisser très large. Les francophones de souche, les immigrants, et aussi les gens qui sont sympathiques à la francophonie. Cela, moi, j'aimerais bien les entendre. Ils sont très fiers de voir leurs enfants, des anglophones unilingues, de voir des gens envoyer leurs enfants dans des écoles francophones. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ce n'est pas juste une question entre francophones, bien que c'est très divers, mais c'est aussi agrandir la tente, si vous voulez, pour écouter les autres. Parce qu'il y en a qui ont peur d'apprendre le français. Et ça, c'est à nous, justement, de travailler ensemble. Ça ne peut pas se faire en vase clos. Il faut le faire dans un espace, dans un écosystème ouvert, où les interactions, ça permet de diminuer les passions dans un certain sens. Alors, Geneviève Rossaki, il y a cette question d'insécurité linguistique qui a touché de nombreuses familles francophones au Manitoba. Est-ce que vous voyez à travers cette consultation une opportunité, une stratégie pour ramener ces personnes-là dans les communautés francophones, pour les rassurer qu'il y aura, au-delà du cadre d'éducation et de santé, des services disponibles en temps réel pour répondre à leurs préoccupations? Bien, je pense qu'encore, si le financement approprié est accordé pour renforcer l'écosystème, l'infrastructure, comme l'a mentionné mes collègues ici, à tout moment, une personne devrait être capable, que ce soit en région rurale ou urbaine, cette personne devrait pouvoir accéder aux services ou peu importe en français, donc continuer de pratiquer sa langue, qui devrait renforcer quand même cette appartenance linguistique et communautaire. Alors, très intéressant de voir à quel point il y a des enjeux dans le secteur de l'éducation, de la santé, mais vous, Derek Bentley, au niveau de la SFM, vous dites qu'il faut aller bien plus loin. L'écosystème ne se résume pas seulement au secteur de l'éducation.
et de la santé. Oui, c'est certain que l'éducation et la santé jouent des rôles énormes dans ce projet-là. Mais je pense que c'est important qu'on le voit non seulement comme un projet pour la francophonie manitobaine, mais vraiment un projet pour le Manitoba point. Et je pense que ça prend des initiatives pour enlever un peu le fardeau que ce soit seulement les organismes francophones qui doivent offrir des services en français. Comment est-ce qu'un gouvernement, via mille et une raisons, mais aussi comment est-ce que des communautés peuvent encourager n'importe qui de dire « Oui, nous aussi, on peut avoir un lentille francophone, on peut appliquer de quoi dans nos événements qui sont en français. On regarde au Festival du Voyageur, au Théâtre Cercle Molière qui offre de quoi en anglais, des sous-titres, des artistes. Bien, comment est-ce qu'on encourage Winnipeg Folk Fest, Jazz Fest, comment est-ce qu'on encourage d'autres lieux publics de dire nous aussi on va faire l'opposé puis offrir un petit peu de français? Est-ce que le gouvernement peut dire hey, on vous donne 5% de plus dans vos subventions s'il y a une langue francophone? Donc, comment est-ce qu'on s'assure que ce projet de Manitoba bilingue, c'est pas seulement une question de s'assurer que les francophones en région, un peu partout, ont plus de services, mais qu'on le voit vraiment comme comment est-ce qu'on s'assure que peu importe où ce qu'on va, à tout moment, il y a toujours un appui à cette francophonie-là, un appui à des gens qui sont bilingues, un appui à n'importe qui veut arriver à un match des Bombers puis dire bonjour, puis ça arrête là, mais ils ont fait leur effort pour la journée. On doit voir ça comme un projet de société, pas seulement comme un projet de la francophonie. Alors, parlons de la vision, justement, du gouvernement néo-démocrate. Le premier ministre Wap Kinew était dans les studios de Radio-Canada. Il a souligné, du moins, sa vision et où est-ce qu'il voudrait amener la province du Manitoba. On l'écoute et on commente juste derrière. Et définition directe, comme si nous sommes un parti de l'Organisme international de la francophonie. Et ça, c'est un de nos buts. Et puis aussi, avoir une reconnaissance dans nos lois, comme une province comme Nouveau-Brunswick, par exemple, qui est véritablement bilingue. S'inspirer du modèle de bilinguisme du Nouveau-Brunswick, c'est l'ambition de Wap Kinew, Premier ministre du Manitoba. Vous, à la SFM, Derek Bentley, vous avez aussi une vision de cette province bilingue. Quels sont les points importants que vous avez partagés avec le gouvernement néo-démocrate durant ces consultations? Oui, donc pour nous, regarder au Nouveau-Brunswick, ça doit vraiment être vu comme un point de départ et non pas un point de fin. Donc oui, s'inspirer du Nouveau-Brunswick pour commencer, mais il faut absolument adopter ce modèle-là pour être sur le terrain au Manitoba. Et c'est pour ça que dans presque tous les messages qu'on envoie au gouvernement de la part de la SFM, c'est vraiment cette idée de par, pour et avec les communautés. Que oui, on peut s'inspirer de modèles d'un peu partout, mais ça doit sortir du terrain, ça doit sortir des communautés francophones partout au Manitoba et d'autres communautés aussi, des écoles d'immersion, des jeunes en programme de français de base. Les solutions sont là. Il y a eu beaucoup de consultations. Ce n'est pas un manque de solutions, mais il faut vraiment être à l'écoute et mettre de quoi en place pour Alors, deux solutions concrètes auxquelles vous pensez rapidement qui devraient être mises en place au lendemain de ces consultations? Bien, au lendemain, ça va prendre du temps, mais à la base, on a beaucoup parlé d'éducation et de santé. Je pense que c'est des excellents points de départ. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a assez d'écoles puis assez de soins de santé en anglais et en français partout au Manitoba, et pas seulement pour les gens qui ont le français comme langue première, mais comme langue additionnelle aussi, qu'on voit ça partout dans la province. Geneviève Roy-Wesaki, pour vous, quelles sont les attentes concrètes que vous avez vis-à-vis du gouvernement néo-démocrate? Bien, je pense que les miennes, mais je fais écho à ce que j'ai entendu dans la communauté, c'est que ce n'est pas seulement le fait de renforcer les services offerts, mais c'est vraiment de créer des changements concrets et permanents au niveau de la loi, au niveau de l'acte du Manitoba même. Alors oui, il y aurait peut-être certaines ressemblances au Nouveau-Brunswick, mais je pense que l'inquiétude de plusieurs, c'est que si on ne fait que temporairement peut-être avec ce gouvernement, ajouter des fonds et essayer de bonifier les services. Mais OK, s'il y a un changement de gouvernement, est-ce que tout ça peut disparaître du jour au lendemain? Les fonds seront retirés, des postes seront coupés et ça serait tout à recommencer. Alors, je pense qu'on doit prendre ça au sérieux tout de suite et essayer d'effectuer des changements plus permanents. Ibrahima Diallo, vous avez vécu sous plusieurs gouvernements néo-démocrates, conservateurs au Manitoba. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette consultation qui s'achève en termes d'actions concrètes à mener sur le terrain?
Et ce à quoi je m'attends, évidemment, c'est de voir que, quels que soient les gouvernements qui sont la coloration des gouvernements, il y a eu toujours parfois, dans même les gouvernements conservateurs, des individus qui sont dressés pour que la francophonie puisse avancer. Et pour moi, avoir la loi, c'est une chose, mais on a vu que même l'exemple du Nouveau-Brunswick dont on parle, si un gouvernement vient et n'est pas sympathique, vous avez vu ce qui s'est passé avec Hicks là-bas au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue, si vous voulez. Donc, ça demande à ce que l'ensemble de la communauté en fasse un projet de société. C'est pour cela que moi je dis qu'on ne devrait pas laisser des intervenants dans ces communautés-là à l'écart. L'élément de l'agrandissement de cet espace-là, c'est une question pour le Manitoba. Et d'autant plus que quand on regarde la francophonie, Greg Salinger avait déjà commencé à nous arrimer avec la francophonie, comment dirais-je, internationale. Et c'est pour cela que là aussi, il y a des ouvertures qui pourraient se présenter à nous, dans le contexte où le Canada cherche à se définir par rapport aux États-Unis. Avant, on disait oui, on est bilingue, mais il faut que ce soit concrétisé. Et c'est le français qui peut faire cette différence-là. Il faut que les gens embrassent cette langue-là qui est quand même un ciment aussi pour la communauté, pour le public et pour la population canadienne, qui la différencie de la population américaine dans un certain sens. Donc, des actions qui peuvent se faire, c'est de respecter évidemment les directives, de faire une collaboration à tous les niveaux de gouvernement et d'aller chercher, ratisser large. On parle de toute la question de l'immigration, des gens qui viennent, il ne faut pas qu'ils aillent s'assimiler, il ne faut pas que les enfants aillent s'assimiler. On a parlé de la question de l'éducation et c'est à la base. C'est la base de tout. La santé, évidemment, il y a le business. Maintenant, on a des communautés, on a l'AMBM, on a le CEDEM. Alors, c'est là, maintenant, l'aspect économique aussi peut avoir un sens. Merci Ibrahima Diallo, merci Geneviève Roy-Wesaki, merci également à Derek Bentley d'avoir participé à cette table ronde sur un Manitoba véritablement bilingue. Merci. Merci pour l'invitation.